Bonjour, nous voici repartis pour quelques séances de philosophie morale. Nous allons continuer notre découverte de différents domaines de l'éthique appliquée contemporaine. Nous avons commencé la fois dernière, avant les vacances de Pâques, avec l'éthique des affaires, business ethics. Nous allons continuer aujourd'hui avec un autre domaine d'actualité brûlante, l'éthique de l'environnement. On parle beaucoup de l'éthique de l'environnement. Les jeunes ont manifesté durant des semaines, des mois, pour appeler à un meilleur respect de l'environnement, de leur milieu de vie, à eux maintenant et dans 50 ans. On connaît beaucoup des arguments qui plaident en faveur d'un meilleur respect de l'environnement. Au niveau philosophique, comment se positionner? Comment se positionner dans ce débat qui déplace, d'une certaine manière, pas mal de choses en philosophie? Il y a deux grandes tendances, deux grandes écoles en matière d'éthique de l'environnement. Il y a l'environnementalisme humaniste et l'environnementalisme non humaniste. Le premier est le plus classique et son esprit est exprimé déjà par Aristote dans la Politique. Je vous lis cette citation tirée de la Politique d'Aristote. « C'est pour les animaux en général que la nature a fait naître les plantes. C'est aux hommes qu'elle destine les animaux eux-mêmes, les apprivoisés pour le service ou la nourriture, les sauvages, du moins la plupart, pour la nourriture et pour diverses utilités, telles que le vêtement et les autres articles qu'on en tire. La nature n'a rien fait d'imparfait ni d'inutile, elle a tout fait pour nous. » La nature qui nous entoure est donc comme une sorte de grand garde-manger, de grande garde-robe pour l'homme, pour nous. C'est l'environnementalisme humaniste. Cet environnementalisme humaniste a longtemps été défendu, et encore aujourd'hui il est défendu par nombre d'auteurs. On sent donc une conception instrumentale de la nature dans cet environnementalisme humaniste. C'est vraiment l'homme qui est au centre de tout, c'est anthropocentrique, et la nature est vraiment un instrument au service de l'homme. Les plantes, les animaux, tout cela sert de garde-manger, de garde-robe pour l'être humain. Cet environnementalisme humaniste est exprimé par Aristote, par nombre d'autres auteurs. Pour Kant, par exemple, c'est l'homme comme être rationnel qui est au centre, et le reste de la nature n'a pas véritablement de vie morale, a peu de valeur. Les humains ont des devoirs moraux envers les humains, ils n'en ont aucun envers la nature non humaine, par exemple. Tout donc converge vers l'homme, et seul l'homme a des devoirs moraux, et seulement à l'égard des autres humains. On a vu que cette conception a amené, ou risque d'amener, pas mal de problèmes. Et une des conséquences de cela, c'est que tous les problèmes
qui sont dans la nature, s'ils sont des problèmes, c'est parce que c'est mauvais pour l'homme, pas pour la nature elle-même. Donc si quelque chose n'a pas d'utilité pour l'homme dans la nature, eh bien cela peut être tout simplement détruit, supprimé. Par contre, si ça a une utilité pour l'homme, eh bien c'est très bien. On peut se permettre dans ce cas des expérimentations sur les animaux, sans aucune limite pratiquement, si ça a une utilité pour l'homme. L'utilitarisme s'accorde facilement avec une telle vision des choses, mais on remarque toutefois que les intérêts financiers sont parfois à l'opposé des intérêts environnementaux. Donc pas un utilitarisme trop étroit, trop strict, trop attentif à l'argent, mais un utilitarisme plus noble peut s'harmoniser avec une telle conception où la nature est là parce qu'elle est utile pour l'être humain. On a vu donc qu'un utilitarisme trop étroit est dangereux quand il n'est attentif qu'à l'argent, et certains États ont refusé, par exemple, de signer le traité de Kyoto parce que cela aurait pu nuire à leurs intérêts financiers, mais un utilitarisme plus noble pourrait s'harmoniser facilement avec cette conception humaniste de l'éthique de l'environnement, où la nature est comprise comme un instrument au service de l'homme, un instrument utile pour l'être humain. Comme le dit Aristote, la nature a fait tout pour nous. Parfait. D'autres, dans cette veine humaniste, proposent d'autres arguments, et on a vu poindre notamment l'argument du droit à un environnement viable. Droit à un environnement viable, donc cet argument a été développé dans la foulée donc, de l'éthique des droits, et William Blackstone a défendu l'existence d'un tel droit, s'appuyant sur le fait qu'un environnement sain constitue un intérêt fondamental universalisable pour tout être humain. Bien sûr, ce droit doit, comme tous les autres droits, se prêter à l'exercice du principe d'autolimitation des droits. Il n'y a pas que ce droit-là, il y a aussi le droit à la propriété privée, par exemple, mais c'est un droit fondamental. Et certains gouvernements ont commencé à couler dans le bronze de la loi ce droit fondamental à un environnement viable et sain. Plusieurs philosophes, toutefois, critiquent le bien fondé de cette démarche, car selon eux, on peut déjà invoquer le droit à la vie, le droit à la sécurité, pour défendre le droit à un environnement sain et viable. Donc cela semble à certains superflu d'ajouter un droit à un environnement viable et sain, comme William Blackstone veut le faire, puisque rien que le droit à la vie, à la sécurité, semble suffisant pour défendre la cause. Mais on voit encore ici que c'est toujours l'être humain qui est au centre. Le droit pour l'être humain à avoir un environnement viable et sain, donc à ce qu'on conserve finalement la nature comme étant à son service. On a aussi mis en avant l'importance du respect des générations futures. Cause rarement abordée par les grands philosophes anciens ou modernes, et qui aujourd'hui est
C'est un thème très important. On peut défendre cela de diverses manières. Du point de vue utilitariste encore, on peut défendre cela en disant qu'en assurant aux générations futures un environnement sain, on contribue à maximiser le bonheur du plus grand nombre. Cela implique donc de prendre de graves décisions. Que penseront les générations futures de tout cela? On s'imagine qu'elles auront un point de vue assez rationnel et proche du nôtre. C'est ce que pense John Rawls aussi dans son célèbre ouvrage The Theory of Justice, qui était un best-seller dans le domaine de la philosophie morale, de l'éthique philosophique au XXe siècle. John Rawls, qui a vécu de 1921 à 2002, auteur très important, et qui a, pour fonder des principes de justice, mis en avant l'argument du nécessaire respect de conditions fondamentales d'égalité et d'unanimité. Comme ces conditions sont irréalisables dans la pratique, il a imaginé un dispositif fictif de négociation d'un contrat social fondateur où tous sont dans une sorte de position originelle. Tous sont placés sous un voile d'ignorance, ils ne savent plus à quel pays ils appartiennent, à quelle famille ils appartiennent et même à quelle génération ils appartiennent. Tous ignoreraient donc leur position réelle dans la société et donc auraient une vue impartiale sur les choses. L'intérêt propre ne serait plus ce qui prime, mais plutôt la justice. The Theory of Justice. Dans cette position originelle, derrière le voile d'ignorance, les personnes placées ignoreraient à quelle génération elles appartiennent donc. Elles seraient donc obligées de considérer avec impartialité le sort des générations futures de manière tout à fait rationnelle. Rawls, donc, dans cet esprit, critique le néolibéralisme en montrant que les mécanismes du marché capitaliste ont pour fonction de répondre à la demande actuelle et pas à celle des générations futures. Et pour lui, donc, l'État doit intervenir pour réguler justement cela en tenant compte du bien des générations futures. Une des critiques que l'on fait souvent à l'idée de droit des générations futures est qu'il n'y a pas de réciprocité entre des vivants, nous, et des non encore vivants, non encore existants. Il n'y a pas de rapport de réciprocité. Et dans quelle mesure ceux qui n'existent pas encore ont-ils des droits? C'est ici qu'un philosophe comme Hans Jonas établit précisément une éthique de la non-réciprocité. Une éthique qui insiste sur cette inégalité, cette asymétrie entre des vivants et des non-vivants, non encore vivants. Et nous avons pour Hans Jonas une responsabilité envers les générations futures, car nous disposons d'un savoir et d'un pouvoir qui font en sorte que leur sort repose largement entre nos mains. Hans Jonas parle plutôt de sentiment, de sollicitude à avoir envers elles, un peu comme un père de famille prépare la maison pour son enfant, alors même qu'il n'est pas né, qu'il n'est pas conçu. Il a de la sollicitude déjà pour son enfant alors qu'il n'existe pas encore. Dans notre conscience de l'existence future des générations futures, il y a un appel qui devrait nous émouvoir un peu. Voilà, comme on prépare le lit de son bébé qui n'est pas encore conçu.
D'autres font appel à l'éthique des vertus pour défendre une éthique environnementale, toujours dans cette vision humaniste. Rosaline Hursthaus plaide pour la reconnaissance d'une nouvelle vertu propre à la problématique environnementaliste, le respect de la nature, souci de la nature. Il s'agirait donc de promouvoir une nouvelle vertu, une disposition de l'âme à faire le bien, vertu qui doit encore se développer, naître dans l'âme de beaucoup de nos contemporains, d'où l'importance de l'éducation à cette vertu, de la formation, de la rencontre de personnalités modèles, etc. Cela permettrait d'éveiller l'humanité à une conscience nouvelle, une conscience environnementale. Nombre de scientifiques, comme Hubert Reeves notamment, ont été des figures inspirantes qui ont contribué à l'émergence, au développement de cette vertu, qui implique un changement de vie, recycler les déchets, emprunter les transports en commun, etc. Tout cela toujours pour préserver la nature, mais plutôt la nature qui est considérée comme notre milieu de vie à nous. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin et développer un environnementalisme non humaniste. Considérer que les animaux ont véritablement des droits, qu'ils sont là comme des êtres qui ont des droits à part entière. Et je voudrais, pour faire la transition avec cette nouvelle école, évoquer la figure très intéressante, je trouve, de Richard Sylvan, philosophe néo-zélandais, qui a imaginé une fiction célèbre appelée Le Dernier Homme. Imaginons, dit-il, Richard Sylvan, que l'humanité ait été exterminée par un fléau quelconque, qu'il ne reste plus sur Terre qu'un dernier homme, qui va bientôt mourir à son tour, et que cet homme décide qu'il va éliminer toute trace de vie sur la planète avant de rendre son dernier souffle. Y aurait-il quelque chose de mal dans cette action destructrice? Sylvan argumente ainsi. Si nous excluons la nature non humaine de la sphère morale, comme le font les partisans de l'humanisme, alors il est impossible de condamner moralement l'action du dernier homme, puisque ce qu'il va détruire n'a pas de valeur morale, la nature non humaine. Si nous admettons en revanche que cet acte est mauvais, que le dernier homme ne devrait pas détruire toute vie sur Terre, et c'est ce que la plupart d'entre nous seront probablement enclins à penser, c'est que nous admettons que le monde vivant non humain possède une valeur en soi, indépendamment de l'humain, puisque le dernier homme va mourir. Et que ce monde vivant non humain a droit, pour cette raison, à une certaine forme de respect moral. Je trouve personnellement cet argument particulièrement fort. En effet, si, comme le pense Aristote, la nature a tout fait pour nous, si elle est un instrument pour nous, si nous disparaissons, elle-même peut disparaître. Et donc,
si le dernier homme décide de la supprimer en appuyant sur un bouton, ça ne pose aucun problème. Puisqu'elle était là pour nous, l'humanité disparaît. Mais on a quand même du mal à s'imaginer que c'est une bonne chose. Et donc, c'est que la nature a une valeur en soi, indépendamment de nous. Même si nous n'existons plus, la nature conserve une certaine valeur. Ça semble assez logique. Et nombre de penseurs dénoncent aujourd'hui le rapport instrumental qu'ont les humanistes par rapport à la nature. Cet anthropocentrisme qui est combattu avec véhémence par les tenants d'une éthique de l'environnement plus radicale, qui vise à octroyer un statut moral à part entière aux autres sphères vivantes, et même chez certains, nous allons le voir, aux objets naturels non vivants. Certains donc étendent la sphère de ce qui vaut la peine d'exister en soi aux animaux. Et les animaux ont en effet une relation particulière avec les hommes. Ils se meuvent, ressentent manifestement du plaisir, de la douleur. On peut être en sympathie avec eux, leur accorder de la bienveillance. On voit aujourd'hui que les soins qu'on donne aux animaux sont de plus en plus importants. On soigne, on bichonne ces animaux domestiques. Pour beaucoup, les animaux ne sont pas simplement du bétail qui sert à nourrir l'homme et à avoir de l'argent, mais ils ont véritablement une valeur en eux-mêmes, ceux avec lesquels en tout cas on est entré en relation. Dès lors, la question se pose de leurs droits. Avons-nous le droit de les utiliser comme nous le voulons, au point de les faire souffrir ou de les tuer? Et un philosophe comme Peter Singer, dans un ouvrage qui a fait parler beaucoup de lui, La libération animale, défend les animaux parce qu'ils peuvent souffrir. Peter Singer est un utilitariste avoué et il s'inspire explicitement de Jeremy Bentham, dont nous avons déjà parlé dans le chapitre précédent, notamment Bentham qui se demande donc quel est le critère pour dire que quelque chose est utile. Peter Singer se demande quel est le critère fondamental pour fonder la morale sur des bases utilitaristes, et dit que ce n'est pas la capacité humaine de raisonner ou de parler, mais le fait de pouvoir souffrir et avoir du plaisir. Un principe plutôt hédoniste donc. On peut lire un passage de son livre La libération animale. La capacité à souffrir et à éprouver du plaisir est une condition nécessaire sans laquelle un être n'a pas d'intérêt du tout. Donc tout ce qui ne souffre pas, les pierres, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, en effet, si les animaux qui souffrent disparaissent, ça peut disparaître aussi. La capacité à souffrir et à éprouver du plaisir est une condition nécessaire sans laquelle un être n'a pas d'intérêt du tout. Une condition qui doit être remplie pour qu'il y ait un sens à ce que nous parlions d'intérêt. Il serait absurde de dire
qu'il est contraire aux intérêts d'une pierre d'être promenée le long du chemin par les coups de pied d'un écolier. Une pierre n'a pas d'intérêt parce qu'elle ne peut pas souffrir. Une souris, par exemple, a un intérêt à ne pas recevoir de coups de pied parce que si elle en reçoit, elle souffrira. Voilà un principe. Et donc, les animaux sont en droit de recevoir une considération morale, autant que nous pour Peter Singer, car ils souffrent comme nous. Tous les êtres sensibles doivent être inclus dans le calcul de maximisation du bonheur du plus grand nombre. Ce grand principe utilitariste, il faut chercher le bonheur du plus grand nombre possible, mais ici, pas d'être humain, mais d'être sensible, y compris certains animaux en tout cas. Évidemment, les plaisirs ou les douleurs humains et ceux des animaux ne sont pas les mêmes, il faudra en tenir compte dans la balance. Nos plaisirs gastronomiques, par exemple, ne valent pas la souffrance des canards gavés pour leur foie gras. Il faut donc condamner ce commerce du gavage des canards. L'idée fondamentale de Singer est qu'il y a une continuité entre les espèces animales et humaines. Une continuité profonde telle que parfois l'animal peut avoir la priorité sur l'humain. Il s'oppose ainsi au spécisme, donc qui est une discrimination morale fondée sur la supériorité de l'espèce. Non, pour Peter Singer, il n'y a pas de discrimination morale qui tienne, fondée sur la supériorité de l'espèce. Il y a une profonde continuité entre les espèces animales et humaines. Dès lors, faut-il privilégier la vie des animaux qui peuplent une région ou la culture des terres de cette région pour nourrir des hommes? Pour Peter Singer, la question est très pertinente et il faudra parfois privilégier la vie des animaux qui peuplent une région plutôt que la culture des terres qui permettent de nourrir les hommes. Un autre philosophe, Tom Regan, défend le droit des animaux dans son livre The Case for Animal Rights, publié en 1983, alors qu'en 1978 était proclamée à l'UNESCO la Déclaration universelle des droits de l'animal, déclaration revue en 1989. Tom Regan propose une argumentation à partir de l'éthique des droits. Pour l'utilitarisme, il n'est pas mauvais en soi d'élever et de tuer des veaux pour les manger. Cette pratique n'est mauvaise que dans la mesure où elle entraîne plus de souffrance que de plaisir au total. Cette balance, ce calcul coût-bénéfice. S'il y a donc plus de plaisir au total, vu le grand plaisir des hommes, alors c'est bon. Pour Tom Regan, cela ne va pas, et donc il faut un autre fondement, l'idée de droit des animaux. On peut lire quelques extraits de son livre The Case for Animal Rights. La misère du veau est pathétique. Elle est affligeante, mais le mal fondamental n'est pas la douleur, ni la souffrance, ni la privation. Tous ces états accentuent le mal. Parfois, souvent, ils l'empirent, mais ils ne sont pas le mal fondamental. Le mal fondamental est le système qui nous permet de voir les animaux comme nos ressources ici pour nous,
ce que pensait Aristote. La nature a tout fait pour nous. Pour être mangé ou manipulé chirurgicalement, ou utilisé pour le sport ou pour gagner de l'argent. Non. Pour Reagan, les animaux ont des droits. La reconnaissance d'un droit d'un être équivaut à la reconnaissance de sa valeur intrinsèque. Pour reprendre le principe bien connu de Kant, on peut considérer l'autre non pas seulement comme un moyen, mais aussi fondamentalement comme une fin. Et les animaux, dans ce cas, ne sont pas seulement des moyens, ils sont aussi en même temps des fins. Chez Kant, comme chez beaucoup d'autres, on ne reconnaît pas de droit aux animaux, car ils ne sont pas doués de raison et de liberté, de conscience rationnelle. Mais Reagan fait remarquer que les jeunes enfants, les comateux, les personnes atteintes de déficience mentale non plus. Et on les considère pourtant comme ayant des droits. Pourquoi pas aussi les animaux, certains animaux? Pour Reagan, la valeur morale repose sur autre chose que la liberté ou la raison. Elle repose sur le fait que les êtres sont sujets d'une vie. Ils ont une vie à eux et cette vie compte pour eux. On peut lire encore un extrait de son ouvrage The Case for Animal Rights. Être le sujet d'une vie implique plus qu'être simplement en vie, comme une plante par exemple, et plus qu'être simplement conscient, comme l'homme par exemple, comme l'homme. Être le sujet d'une vie, c'est avoir des croyances et des désirs, une perception, une mémoire et un sens de l'avenir, incluant son propre avenir, une vie émotionnelle, avec des sensations de plaisir et de douleur, des préférences et des intérêts pour le bien-être, l'habileté à entreprendre une action pour satisfaire ses désirs et atteindre ses buts, une identité psychophysique avec le temps, et un bien-être individuel dans le sens où ils, certains animaux, réussissent leur vie ou non indépendamment de leur utilité pour les autres. Selon Reagan, nombre d'animaux peuvent revendiquer un tel statut. Les animaux, bien souvent, peuvent revendiquer cela. Ceux qui le peuvent sont les mammifères mentalement normaux d'1 an ou plus. Les mammifères mentalement normaux d'1 an ou plus. Tous ces animaux-là ont droit autant que nous au respect fondamental parce qu'ils ont une valeur intrinsèque. Ce droit est absolu. Il ne peut être sacrifié sur l'autel utilitariste de la balance, du calcul coût-bénéfice. Les plaisirs de centaines de milliers de visiteurs d'un zoo ne pourraient jamais justifier les souffrances de quelques animaux en captivité. Une telle position pose question. Pourquoi des mammifères mentalement normaux d'1 an ou plus? Reagan, quand on lui pose la question « Faut-il sauver un chien ou un homme ?», il répond « Un homme ». Mais pourquoi? Pourquoi? Luc Ferry, philosophe humaniste, de l'autre école, dans le Nouvel Ordre écologique, défend contre Singer et Reagan la thèse kantienne, les hommes seuls ont des droits moraux car eux seuls sont libres et rationnels. La liberté fait accéder l'être humain à la dignité morale en lui permettant de dépasser la poursuite aveugle de ses intérêts et en le rendant capable d'agir de manière désintéressée. Un tel comportement n'existe pas chez les animaux d'après Ferry. Notons que certains disent que des dauphins, notamment, sont capables de comportements désintéressés. Plutôt,
que de chercher à démontrer que les animaux nous sont égaux, on peut changer de stratégie et développer une justification de la défense des animaux vu leur inégalité par rapport à nous. Nous sommes plus forts. Nous avons donc des devoirs envers eux, sans nécessairement qu'ils aient des droits en tant qu'êtres égaux à nous. Un tel sens de la responsabilité que l'on a par rapport aux animaux peut être éveillé si l'on considère ce qu'ils peuvent souffrir. Il y a donc un appel à l'empathie plutôt qu'à la rationalité pure au cœur de cette argumentation. Cet appel à l'empathie est éveillé quand on considère l'atrocité de certaines expérimentations animales. On voit que les arguments sont nombreux, qu'ils vont dans diverses directions, mais qu'ils peuvent se classer en grandes catégories: l'environnementalisme humaniste, non humaniste, et puis ici donc on a parlé de l'extension au monde animal, mais certains vont plus loin et étendent la sphère de ce qui vaut la peine d'exister en tant que tel à la nature elle-même. Hans Jonas, notamment, va plus loin que Peter Singer et Tom Regan quand il explique que la responsabilité prospective de l'humanité actuelle s'étend non seulement aux générations futures, générations humaines futures, mais aussi à la nature vivante, et finalement à la nature tout entière. Le seul fait d'exister, pour Hans Jonas, confère à la nature une valeur. Même la pierre, sur le bord du chemin, a une valeur, en elle-même, indépendamment de l'humanité. Et cette valeur, l'humanité doit la reconnaître et la protéger. Cela nous amène dans le monde de la deep ecology, de l'écologie profonde, dont le philosophe norvégien Arne Naess est un défenseur. La deep ecology, l'écologie profonde, s'oppose à l'anthropocentrisme, évidemment, et tente d'effacer la frontière entre l'humain et la nature tout entière, en réintégrant l'être humain dans la nature en tant qu'une de ses manifestations parmi d'autres. Cette deep ecology est bien plus qu'une simple éthique. Elle introduit même une dimension spirituelle dans la réflexion éthique en faisant de la nature une sorte de bien ou de valeur morale suprême. Elle cherche à transformer en ce sens profondément notre vision du monde et de nous-mêmes. Selon la deep ecology, une vie réussie est une vie vécue en harmonie avec la nature. Il s'agit de transformer la façon dont nous comprenons notre identité humaine véritable. Tout cela pose question. Comment se positionner dans ce débat? On peut argumenter à l'encontre de la deep ecology. En montrant tout d'abord que tout ce qui est dans la nature n'est pas bon en soi. Il y a de la cruauté entre les animaux. Il y a de la violence, de la lutte pour la survie. Il faut donc éviter de voir dans la nature, avec un grand N, une valeur suprême. Il y a aussi des problèmes dans la nature. Ce n'est pas une sorte de nouvel être suprême que cette nature, être suprême qui serait
comme le bien à respecter au-dessus de tout. Il y a aussi des problèmes dans la nature. Si l'être humain n'est qu'une manifestation parmi d'autres de la nature, autre argument, du processus naturel qui serait le bien supérieur à tout, la fin ultime de tout, si l'être humain n'est qu'une manifestation parmi d'autres de la nature, mais tout ce qu'il fait partie de la nature, y compris tout ce qu'il fait au détriment des autres espèces vivantes. Toute la pollution qu'il met dans la nature fait partie de la nature. Alors pourquoi ces actions devraient-elles avoir une valeur particulière à l'être humain, plus que celle des dauphins ou celle d'une espèce envahissante? Quand une météorite est tombée sur la planète Terre et a détruit les dinosaures, ça fait partie de la nature. Quand l'être humain détruit les autres espèces vivantes, ça fait partie de la nature aussi. Pourquoi s'émouvoir de cela? Or, les partisans de la deep ecology estiment que l'être humain est une menace pour la nature. Il y a donc là une sorte d'ambivalence de l'humanité qui est à la fois dans la nature et une menace pour la nature. Je crois qu'il y a quand même des faiblesses dans l'argumentation de la deep ecology. On pressent quand même que l'être humain a une place particulière dans la nature. Les humanistes défendent le fait que justement la responsabilité de l'homme par rapport à la nature, que les partisans de la deep ecology reconnaissent, vient de son statut spécial par rapport à la nature, d'une certaine supériorité par rapport à la nature. Comment se situer? Considérons encore un autre problème d'actualité, celui du réchauffement climatique. C'est un problème gigantesque aujourd'hui, où on voit d'une manière particulière l'impact qu'a l'humanité sur le reste de la nature, parlons comme cela. Peut-on considérer ça comme un simple phénomène naturel comparable à la météorite qui est tombée sur la planète Terre et a détruit les dinosaures? Un épisode du processus naturel? La deep ecology semble aussi masquer les véritables enjeux du réchauffement climatique. En faisant reposer la responsabilité sur l'humanité dans son ensemble. Mais ce n'est pas l'humanité dans son ensemble qui est responsable. C'est bien sûr que chacun a son rôle à jouer, mais la responsabilité la plus grande est celle de certains secteurs industriels et des gouvernements. Il y a donc une sorte de naïveté politique chez les partisans de la deep ecology, bien souvent. On voit qu'ils ont tendance à globaliser beaucoup de choses. Cela nous souligne encore l'importance de l'être humain qui est véritablement responsable. L'être humain qui est responsable, et surtout certains secteurs de l'humanité, secteurs industriels et gouvernements, qui sont responsables. Chacun est responsable en partie là où il est. Chacun doit jouer son rôle, mais au niveau politique, il y en a qui sont beaucoup plus responsables que d'autres. Comment se positionner par rapport à tout cela?
Il y a une réflexion intéressante, me semble-t-il, ici, qui argumente sur base des idées de pluralisme, de hiérarchisation, de contextualisation. Pluralisme. Pluralisme des valeurs. Cela signifie que l'éthique environnementale doit utiliser une variété de critères associés à une pluralité de valeurs, au lieu d'essayer de ramener la diversité des enjeux à un principe unique fondamental, comme la valeur intrinsèque du vivant, l'égalité entre tous les êtres vivants, la capacité de souffrir, Peter Singer, etc. Certains éléments naturels doivent être préservés ou protégés pour leur valeur utilitaire. Les abeilles, un parc récréatif aussi, qui sert pour la détente de l'être humain, les matières premières, des produits médicinaux qui sont utiles à l'être humain, qui a tout de même une place dans la nature, mais particulière. D'autres éléments naturels doivent être préservés ou protégés pour leur valeur intrinsèque. Une espèce rare ou intelligente qui contribue à la biodiversité, ou encore pour leur valeur esthétique. Et là, on peut étendre cela même à des éléments non vivants, comme un paysage, mais aussi parfois par bienveillance. Il faut protéger certains animaux parce qu'on est bienveillant à leur égard, par souci de justice envers les générations futures. On parle alors notamment du réchauffement climatique, etc., etc. Il est possible qu'une même personne apprécie la nature pour l'enrichissement spirituel qu'elle lui procure, l'émerveillement, l'apaisement, la sagesse, autant que pour l'utilité, l'alimentation, les loisirs qu'elle y trouve, sans qu'il y ait de contradiction entre toutes ces valeurs. On voit donc qu'il faut faire jouer beaucoup de choses. Mais toutes ces valeurs doivent être hiérarchisées. La hiérarchisation des valeurs implique une distribution sur une échelle graduée de diverses valeurs en cause dans les problématiques environnementales. Et elle contredit, cette hiérarchisation des valeurs, le principe d'égalité morale entre tous les êtres vivants. Principe qui s'oppose à certaines de nos intuitions les plus fortes. Il est évident que pour tout le monde, qu'un être doté de capacités cognitives et sociales aussi élémentaires que le dauphin a une plus grande valeur qu'une huître, et qu'un panda a une plus grande valeur que la branche de bambou dont il se nourrit. Il y a donc tout de même une certaine hiérarchisation des valeurs à avoir. Il est faux de dire que seul l'être humain a de la valeur. L'exercice que nous propose Sullivan, en nous faisant imaginer le dernier homme et son dilemme éthique, nous a montré que la nature, les êtres vivants ont une valeur en eux-mêmes, mais tous les êtres vivants n'ont pas tous la même valeur. Bien sûr, il semble évident que l'être humain, de par ses capacités supérieures, mérite de figurer en haut de l'échelle des valeurs. Mais reconnaître une valeur supérieure à l'humain ne signifie pas nier toute valeur à ce qui n'est pas humain. La mort du dernier homme serait une perte énorme, mais ce ne serait pas la fin de tout. La fin de toute valeur, contrairement à ce que certains philosophes ont dit, considérant que s'il n'y avait aucun être humain, il n'y aurait pas de sens.
dans l'univers? Je ne pense pas. Il est possible de dépasser l'humanisme strict, reconnaissant une valeur plus ou moins grande aux diverses composantes de la nature. Humanisme à la Aristote ou à la Luc Ferry. Une telle perspective permet d'établir un ordre de priorité dans les mesures de protection de la nature que nous adoptons. Elle justifie d'essayer de retourner à la mer le dauphin échoué sur une plage, mais pas la méduse. De tuer sans ménagement un moustique, mais pas un faucon pèlerin, ou encore une cigogne, une grue blanche. On peut voir ici une photo d'une grue blanche, le plus grand oiseau de l'Amérique du Nord, espèce en voie de disparition, dont il ne restait en 2010 que 263 individus. Pas la même chose d'abattre une grue blanche quand il en reste 263 que de tuer une mouche. C'est pas la même chose non plus de chercher à exterminer certains insectes nuisibles que de tuer une espèce rare de papillons. On peut se permettre d'exterminer certains insectes nuisibles pour protéger une espèce d'arbre, par exemple, en danger. On peut interdire de chasser le chevreuil lorsque sa survie est menacée et l'autoriser lorsque sa croissance excessive cause des accidents routiers ou une destruction de l'habitat. On voit donc qu'il y a une hiérarchisation des valeurs. Il y a plusieurs valeurs, il y a aussi une hiérarchisation des valeurs et une contextualisation des problèmes. Cette approche pluraliste, met aussi en avant la contextualisation des problèmes. Il s'agit de reconnaître que nos devoirs en matière de protection de la nature pourront différer grandement selon les contextes. On n'adoptera pas la même conduite envers un animal à l'état sauvage, un animal en captivité, un animal domestique, un animal de laboratoire ou un animal d'élevage. Tous ces contextes sont hétérogènes et ils sont différents, dénués de sens de chercher à régler nos comportements sur un principe moral unique. Le droit des animaux compris comme seul principe moral. L'éthique individualiste peut dominer dans certains contextes, défendre un animal domestique, et l'éthique holistique, dans d'autres contextes, tenir compte de l'ensemble du biotope. Holistique, c'est-à-dire l'ensemble, le tout, comme quand il s'agit de gérer une forêt ou un océan. On peut laisser le lion dévorer la gazelle en pleine nature, sauvage, mais pas au jardin zoologique. On voit donc qu'il faut, semble-t-il, adopter une position nuancée. Il faut écarter l'humanisme à la Aristote. Voilà Luc Ferry. Il faut écarter la deep ecology. Il faut reconnaître une valeur à tous les êtres vivants et même à tout être qui existe, mais pas la même valeur à tous. Une valeur différente pour chacun. D'ailleurs, il y a plusieurs valeurs possibles, différentes, l'homme étant au sommet, bien sûr. Et il faut contextualiser les problèmes. Une des différences fondamentales
que l'on peut faire pour l'homme, me semble-t-il, c'est que jamais on ne pourra justifier l'élimination d'un individu humain. Alors que on pourra, dans certains cas, justifier l'élimination d'un représentant de telle ou telle espèce animale, ou même d'un paysage. Voilà, nous voyons que les problèmes sont complexes, qu'il s'agit encore une fois de nuancer le propos, de bien réfléchir et de trouver une position équilibrée, d'éviter de s'arc-bouter comme ça à une idée préconçue, à Aristote ou à un autre, mais de bien réfléchir et de pouvoir penser à l'époque où on est. Aujourd'hui, les problèmes philosophiques qui se posent et qui sont différents de ceux qu'avaient les philosophes des autres époques, pour certains en tout cas. Bonne semaine à chacun et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre chapitre, lui aussi d'actualité, la bioéthique. Bonne semaine, n'hésitez pas de m'envoyer des emails si vous avez des questions. À vous, séminaristes, mais aussi à toutes les personnes qui sur Facebook regarderont cette vidéo.